Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de ce journal. C'est un élément de signalisation qui comprend souvent du marquage au sol. Le passage clouté permet aux piétons de traverser la chaussée en toute sécurité sur les routes. Ce lundi 11 juillet, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la population, une occasion pour rappeler que les questions de population sont au cœur de la lutte contre la pauvreté et la promotion des droits humains. Le phare est souvent utilisé pour prédire l'avenir, mais il pourrait être un outil de développement, c'est du moins ce que nous dit David Kofi Aza. Merci de votre fidélité. Des règles strictes sont établies par le Code de la route afin d'assurer la bonne entente entre les automobilistes et les piétons. Pour traverser la chaussée en toute sûreté, les passants doivent se rendre sur les passages cloutés qui leur sont réservés. Quelle est donc l'utilité de ces passages encore appelés passages piétons? Suivez la réponse dans ce reportage réalisé par Ruth Avanon, Arnaud Avanan et Ulvaeus Balogun. On les retrouve très souvent sur la chaussée. Ces bandes verticales blanches alignées les unes derrière les autres. Elles désignent le passage pour les piétons. C'est le lieu de la traversée de la route par les piétons. C'est un endroit qui est tracé de bandes discontinues qui traversent la route, qui est généralement aux intersections, mais ça peut se retrouver un peu partout, là où le législateur a jugé bon de les placer pour permettre aux piétons de traverser en toute sécurité. Placés en agglomération près des carrefours, dans les feux tricolores ou encore tous les 30 mètres sur les grands axes routiers, ces passages piétons censés assurer la sécurité du piéton lors de la traversée de la voie ne sont pas toujours respectés. On souffre vraiment pour traverser la route et ça se remarque, il y a les cas d'accident. Des fois même, on remarque que même les tassimans, les éminents, ils viennent sur les passages, ils viennent occuper le passage piéton. Et quand tu parles, des fois tu es même injurié. Dans notre pays, le passage piéton n'est pas du tout respecté. Parce que des fois, on se sent bafoué et on n'arrive pas à traverser comme il le faut. Surtout quand on est dans une voie où il y a une forte circulation ou aux heures de pointe, c'est compliqué pour les piétons de circuler. Au-delà de l'incivisme, l'ignorance du code de la route par les piétons est aussi pointée du doigt. Vous voyez, le législateur a tellement pensé à la sécurité du piéton qu'il a mis plusieurs panneaux pour indiquer ce passage-là. Il y a d'abord la signalisation verticale qui signale d'avance. C'est le panneau triangulaire, bordure rouge, qui annonce déjà que bientôt, vous allez voir le passage pour piétons. En dehors de ça, il y a encore, à l'endroit là où est tracée la bande dont je parle, la bande passage clouté sur la route, il y a encore un autre panneau carré et bleu où on dessine encore le piéton pour dire voici l'endroit où le piéton doit traverser la route. En dehors de la peinture, la bande discontinue tracée sur la route, en dehors de ça, donc il y a ce panneau-là. Donc il y a trois éléments qui viennent protéger le piéton. Mais si malheureusement les gens font semblant de ne pas connaître la chose et se positionnent n'importe où pour vouloir traverser la route, ça veut dire que le piéton lui-même se met en infraction pour provoquer son insécurité. S'approprier le code de la route s'avère donc tout aussi indispensable pour les automobilistes que pour les piétons. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, la population mondiale devrait atteindre près de 10 milliards en 2050 contre 8 milliards en 2022-2023. Le rapport confirme par ailleurs le vieillissement de la population en raison d'une espérance de vie croissante et d'une baisse de la fécondité. Ce 11 juillet, l'occasion est saisie pour rappeler que les questions de population sont au cœur de la lutte contre la pauvreté et la promotion des droits humains. Pour cette édition, les Nations Unies estiment que 8 milliards d'individus devraient correspondre à 8 milliards d'opportunités. Sabirat Ao pour plus de détails. Selon les Nations Unies, il a fallu des centaines de milliers d'années
pour que la population mondiale atteigne 1 milliard d'habitants, mais 200 ans après, ce nombre s'est multiplié par 7. En 2011 déjà, la population mondiale était estimée à 7,7 milliards d'individus et devrait atteindre 8 milliards de personnes en 2023. Actuellement, le taux de croissance de la population mondiale est de 1,12% par an, ce qui correspond à une augmentation de 80 millions d'habitants par an. Ainsi donc, d'ici 2050, le monde devrait atteindre 9,7 milliards d'habitants. Cette croissance se justifie en grande partie par l'augmentation du nombre d'individus en âge de procréer, l'évolution considérable des taux de fécondité, l'urbanisation grandissante et l'accélération des migrations. Aussi, l'augmentation de l'espérance de vie passant de 64 ans au début des années 1970 à 70 ans aujourd'hui est pointée du doigt. En Afrique, la croissance démographique est 2 fois plus rapide que celle des autres continents. Et dans la plupart des pays africains, au moins 110% des citoyens ont moins de 30 ans. Cela contraste avec la situation dans le reste du monde où la population vieillit plus rapidement. Mais cette hausse annoncée de la population aura d'importantes répercussions sur les générations à venir. Des conséquences sur le développement économique, l'emploi, la répartition des revenus, la pauvreté et les protections sociales. La Journée mondiale de la population, célébrée ce 11 juillet, est donc l'occasion pour attirer l'attention sur les multiples questions liées au développement. Un moment privilégié pour appeler à investir dans le capital humain et physique pour des sociétés inclusives et productives qui défendent les droits humains et reproductifs. Ce n'est qu'à cette condition que le monde fera face aux énormes difficultés qui attendent la planète et ainsi construire un monde où la santé, la dignité et l'éducation sont des droits et des réalités et non des privilèges et des promesses sans lendemain. L'examen du brevet d'études du premier cycle session de juillet 2022 a livré son verdict ce dimanche. 66,46% des candidats sont déclarés admissibles contre 60,50% en 2021, soit une hausse de près de 6 points. Le département du Bogou vient en tête avec 74,46%. Pratique ancestrale et séculaire, le Fa est utilisé comme outil pour prédire l'avenir. Le Fa est parfois utilisé pour aider à prendre des décisions importantes et pourrait également être utile pour le développement d'un pays. Comment doit-on s'y prendre alors? David Kofi Azar nous éclaire au micro de Sabira Tao. Le Fa, c'est un art divinatoire qui permet de décrypter ce qui va se passer, donc de savoir ce qui va se passer à l'avenir. Donc c'est une pratique qui nous permet de savoir de quoi demain sera fait. Le développement, c'est d'abord c'est tout un agrégat. D'abord de pensée, d'action. En matière de pensée, le Fa nous permet de mieux concevoir les choses, donc de mieux penser les choses. Aussi, il permet de savoir où est-ce qu'il faut poser des actes pour réussir dans la vie. Parce que si vous voulez consulter le Fa, par exemple, c'est sur la base de quel thème du Fa il peut rester pour avoir une prospérité, pour avoir une élévation. Et le Fa vous dit exactement ce qu'il faut faire. C'est la même chose pour une nation, par exemple. Comment faire pour que la nation soit développée? C'est le Fa qui le dit. Je vous donne quelques exemples. Dans le passé, quand le roi Gezo voulait prendre le trône, il est allé faire l'initiation au Fa. Et il y a eu le signe Losodi qui disait « c'est que tout ce qui vient du palmier a eu les sources de richesse. Le palmier lui-même, les graines, l'huile et tout ce qui va avec. Quand Gezo a entendu ça, il s'est orienté exclusivement dans la production du palmier à huile. Ce qui fait que pendant son temps, c'est-à-dire 10 ans après son avènement, le Dahomey était le premier exportateur mondial du palmier à huile. Et cela a duré 50 ans. C'est-à-dire que même après sa mort, ça a continué. Mais en matière d'action, toutes les actions ne sont pas bonnes à poser. Quand vous voulez poser une action publique, vous pouvez poser la question au Fa pour dire, est-ce que si je fais ceci, ça va être bon pour ma nation, pour mon peuple? Le Fa vous dit, oui c'est bon, non c'est pas bon. Le Fa c'est un outil qui nous permet, en amorçant un développement, d'avoir la pensée
juste et l'action juste. Aussi les mots justes. Le phare ne ment pas. Le reste, c'est dans les mains de celui qui interprète le phare. C'est une maladie contagieuse qui tue en silence. Elle se propage d'une personne à une autre par voie aérienne, par la toux ou par l'éternuement. La tuberculose fait plus de 4000 victimes par an dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé attire l'attention de tous sur les dangers de la maladie qui peut être soignée et évitée. Nadège Moladessani et Louis Koudogbo se sont rendus au centre Lazare où les malades de la tuberculose sont entièrement pris en charge au Bénin. Voici le reportage. C'est la toux, c'est toujours la toux. Je ne faisais que prendre des antibiotiques et des petites solutions traditionnelles. Je n'aimerais même pas qu'on me parle de la tuberculose parce que c'est une maladie grave. Dans notre langue locale, on appelle le quinoué. Donc vous imaginez un peu. Tout comme Judas, plusieurs Béninois souffrent de cette pathologie sans peut-être avoir le courage de se faire dépister. Des récentes données du Programme national de lutte contre la tuberculose du Bénin estiment à environ 4000 le nombre de cas dépistés chaque année. Dès que le diagnostic est fait, les patients sont pris en charge gratuitement dans l'un des 89 centres installés sur toute l'étendue du territoire national. Et lorsque ces malades sont mis sous traitement, nous arrivons à guérir, à avoir ce que nous appelons succès thérapeutique chez 9 sur 10. Malheureusement, nous perdons encore 7% des malades, ce qui est beaucoup, ce qui représente environ 300 cas. Alors que si on se fait dépister tôt, il n'y a pas de raison qu'on ne guérisse pas de cette maladie. Une fois admis dans les centres dédiés, le patient tuberculeux est appelé à gérer le stress lié à son statut. C'est pourquoi il bénéficie d'un appui psychosocial dans son nouvel environnement. Ça peut se faire en termes de conseils aux patients, en termes de soutien moral, compte tenu des problèmes que pose le patient. Il peut s'agir aussi des médiations parce que le malade tuberculeux est souvent confronté à des problèmes de rejet, de stigmatisation dans son lieu de travail ou bien en milieu familial. L'autre étape déterminante du traitement est l'appui nutritionnel. La tuberculose fait perdre aux patients ses réserves en nutriments. L'inappétence, qui induit la perte de poids, constitue deux problèmes à résoudre pour la guérison du patient. Ils ont besoin plus de protéines et ils ont besoin plus de calories. On appuie les patients à travers des vivres frais dans certains centres et dans d'autres centres, on leur prépare sur place à manger, comme chez nous ici au Lazare. Ce sont des maladies diamétralement opposées. Ce n'est pas parce qu'on a la tuberculose qu'on va faire le coronavirus ou vice-versa. Cela dit, quand on a la toux, ça peut être la tuberculose ou ça peut être le coronavirus. C'est pour ça que, par le temps qui court, lorsqu'on tousse, il faut aller à l'hôpital pour qu'on sache si c'est une infection au coronavirus. Si ce n'est pas ça, on va vous mettre dans le circuit de soins pour finalement savoir si c'est la tuberculose. D'après le coordonnateur national de lutte contre la tuberculose, les pays développés ont vu leur taux d'infection en baisse et ceci grâce à la croissance de leur économie. La pauvreté est donc l'un des facteurs déterminants sur lesquels il faut agir. L'amélioration des conditions de vie des populations est une condition sine qua non pour réduire la contamination. Le dépistage précoce demeure la seule option pour en guérir. Suivons à présent la nation en bref avec Patrick Adiaboudjou. BEPC session de juin 2022. Les résultats sont connus et disponibles en ligne. Le taux de réussite est en hausse. Il est passé de 60,50% au plan national en 2021 à un taux de 66,46% pour l'année 2022. C'est le département du Borgou qui vient en tête de peloton alors que le département du Plateau garde la lanterne rouge. Chaque candidat peut connaître son résultat en consultant gratuitement la plateforme www.iresultat.bj. Les épreuves orales et sportives sont prévues pour les 12 et 13 juillet 2022.
L'AS Paris-Cotonou se renforce. Le 27 juillet prochain, Emmanuel Macron sera au Bénin sur invitation de Patrice Talon. Après la visite de l'ancien président français François Hollande en juillet 2015, c'est au tour de l'actuel locataire de l'Élysée de faire le trajet Paris-Cotonou. Cette visite du président français au Bénin permettra de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Plusieurs sujets d'intérêt commun seront examinés. Cette visite officielle sera la première que Emmanuel Macron effectue au Bénin depuis l'accession de Patrice Talon au pouvoir en 2016. Du hautement social dans le secteur de l'électricité. À compter de l'année 2025, le raccordement au réseau électrique ne sera plus payant. Mais déjà, cette année, une baisse sensible du coût de ce service a été décidée par l'exécutif. En phase avec le programme d'action du gouvernement, le Conseil des ministres a adopté une nouvelle politique de raccordement au réseau électrique pour la période 2022-2026. Cette nouvelle option donne tous les indices favorables à l'accès de toutes les couches sociales à l'électricité. De 85 000 francs CFA, le coût est réduit jusqu'à 20 000 francs CFA aujourd'hui, mais à terme, ce sera gratuit. Cette politique aura pour effet d'assurer l'alimentation en énergie électrique de près de 2 millions d'abonnés supplémentaires à l'horizon 2026 et coûtera à l'État béninois la somme de 107 milliards de francs CFA. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre également sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.